Bonjour, je voudrais remercier la Cité des sciences et de l'industrie de me donner la possibilité de faire cette présentation et de parler des micro-organismes qui me sont le plus chers, les organismes hyperthermophiles qui vivent à très haute température. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à les étudier en mettant en place un laboratoire tout d'abord à l'université Paris-Sud à Orsay et ensuite à l'Institut Pasteur. Donc, ces micro-organismes, le titre que j'aurais éventuellement aussi pu donner à cette conférence, c'est une question. S'agit-il de reliques de l'origine de la vie ou des merveilles d'adaptation? Ceux qui ont assisté à la conférence d'Adrienne Kish la semaine dernière, donc, qui pourront la suivre par la suite, c'était une conférence vraiment très brillante, où Adrienne nous a présenté les différentes formes de vie extrêmes que l'on groupe sous le nom d'extrémophiles, les organismes qui peuvent vivre à des conditions donc, de pH très élevé ou très bas, de concentration de sel très, très importante, sous pression, des températures dans le froid ou le chaud ou des résistances au rayonnement. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement des thermophiles. Pourquoi? Parce que d'une part, ce sont ceux qui m'ont le plus intéressé tout au long de ma carrière, et aussi parce que par rapport aux autres extrémophiles, ils ont, de mon point de vue, un intérêt très spécial sur le plan de l'évolution. Il permet de se poser des questions qui touchent justement aux origines de la vie sur notre planète. Et ils ont une particularité qui les rend tout de suite, de mon point de vue, très intéressants, c'est que contrairement à l'ensemble des autres extrémophiles, tous les êtres vivants n'ont pas été capables de s'adapter aux conditions extrêmes de température. En fait, les organismes peuvent être divisés sur le plan du type cellulaire en deux grands groupes. On parle des eucaryotes et des prokaryotes. Les eucaryotes, donc organismes dont les cellules ont des noyaux, dont nous faisons partie, et prokaryotes, les organismes dont le matériel génétique n'est pas enfermé dans une membrane nucléaire, qui correspondent aux bactéries et aux archées dont nous reparlerons. Eh bien, en fait, on trouve des eucaryotes et des prokaryotes capables de s'adapter à basse température, à des concentrations de sel très élevées, à la résistance au rayonnement. Bon, j'ai mis une petite photo du tardigrade, qui est un eucaryote particulièrement extrémophile. Mais par contre, les eucaryotes ont été incapables de s'adapter au cours de l'évolution à des très hautes températures. La température maximale que l'on connaît actuellement de vie pour un organisme eucaryote, c'est environ 60 degrés pour certaines levures que l'on va dire thermophiles. Alors que les prokaryotes, on va le voir, ont été capables de s'adapter à des températures beaucoup plus élevées. Et tout de suite, cela pose une question qui n'est d'ailleurs pas complètement résolue à l'heure actuelle. Pourquoi cette différence? Pourquoi les eucaryotes ont été incapables de s'adapter à des températures supérieures à 60 degrés? Et pourquoi les archées et les bactéries, elles, en ont été capables? Donc, j'aborderai à la fin de mon exposé un petit peu cette question qui n'est pas encore complètement résolue. Pour présenter un petit peu tout d'abord ce que l'on entend par thermophile ou hyperthermophile, ici vous avez un graphe avec différentes courbes de croissance théorique pour des bactéries que l'on va appeler psychrophiles, qui vont vivre à température très basse, mésophiles, température normale pour nous, hein, bien sûr, c'est un biais anthropomorphique, thermophile ou hyperthermophile, on voit que dans ces courbes de croissance, on a toujours un optimum de température, là où les organismes vivent de façon optimale, avec des temps de doublement minimaux, et puis une température maximale de croissance à partir de laquelle eh bien, l'organisme en général soit meurt carrément, soit en tout cas ne peut plus se diviser. Et puis on voit que si on regarde les températures en dessous de l'optimum de croissance, eh bien, un hyperthermophile, par exemple, qui par définition aura une température optimale supérieure à 80 degrés, ici par exemple on aurait 95 degrés, eh bien on voit qu'en dessous de 70-60 degrés, il ne va plus pousser. Donc on a affaire à des organismes non seulement qui ont besoin de températures élevées pour se diviser, qui vont se diviser à des températures qui pour nous paraissent tout à fait diaboliques, disons, mais en plus qui seront incapables de se diviser à basse température. Alors le terme d'hyperthermophile lui-même
a été proposé par Karl Stetter en 1993. J'aurai l'occasion de reparler de ce microbiologiste allemand. C'est lui qui a défini les hyperthermophiles comme des organismes dont la température optimale de croissance est supérieure ou égale à 80 degrés. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce étonnant finalement de trouver des organismes pouvant vivre à des températures aussi élevées, même parfois à des températures supérieures au point d'ébullition de l'eau. On voit ici par exemple que l'organisme théorique dont on a dessiné la courbe de croissance arrive encore à se diviser entre 100 et 105 degrés. Alors pour ça, il faut en fait faire un petit peu de chimie, et je m'excuse, je vais donc essayer d'être très simple, mais de revenir sur des notions un petit peu de base en chimie pour arriver à comprendre un petit peu quel est le problème qui se pose à la vie en général et aux hyperthermophiles en particulier. Alors j'ai commencé avec la molécule d'eau, que tout le monde connaît, H2O, là je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, mais en fait les problèmes de ces molécules, ce sont les mêmes types de molécules qui composent le corps de tous les êtres vivants. Et ce qu'il faut comprendre, si on veut un petit peu aller au fond des choses, mais de façon très simple, le plus important dans cette histoire, c'est qu'il existe deux types de liaisons chimiques très différentes qui vont jouer un rôle important dans la formation des organismes et dans leur fonctionnement. Des liaisons qu'on appelle fortes et des liaisons qu'on appelle faibles. Et leur principale caractéristique, c'est facile, les liaisons fortes, elles sont solides. Les liaisons faibles, elles sont faibles. Alors, pour les chimistes, les liaisons fortes, ce sont des liaisons que les chimistes appellent covalentes, qui impliquent des partages d'électrons, alors que dans le cas de liaisons faibles, eh bien, il s'agit de liaisons souvent électrostatiques qui ne font pas intervenir des partages d'électrons, mais simplement des attractions entre des charges positives et des charges négatives. Alors, en gros, pour qu'un organisme puisse vivre, il faut que ces liaisons fortes le soient, de façon à ce que ces macromolécules tiennent le choc, qu'on puisse avoir le squelette de ces macromolécules. Et il faut que les liaisons faibles ne soient pas trop fortes pour permettre des interactions, par exemple, quand vous entendez parler d'interactions anticorps-antigènes, les anticorps et les antigènes, ce sont des protéines, elles vont interagir par des liaisons faibles. Alors, les deux types de liaisons donc, jouent un rôle fondamental dans le monde vivant. Si on prend la molécule d'ADN, qui est la molécule un peu iconique que tout le monde connaît, la double hélice, on voit qu'ici, on a un dessin de la double hélice à gauche enroulée et à droite étalée en deux dimensions. On voit dans la molécule étalée qu'il y a deux types de liaisons en chimique. Des liaisons qui sont indiquées par des traits pleins, par exemple ici entre le phosphate et un sucre. Ce sont des liaisons fortes. Ce sont ces liaisons qui vont former le squelette de la molécule. Et puis entre les deux brins de l'ADN, entre ce qu'on appelle les bases ATGC, vous avez dû entendre parler de ces bases, les interactions sont des interactions qui sont indiquées ici en pointillé parce qu'il s'agit de liaisons faibles. Le fait qu'on ait des liaisons faibles ici, ça va permettre à la molécule de s'ouvrir, de se refermer, de respirer. Alors que si les liaisons étaient fortes, eh bien, par exemple, l'ADN ne pourrait pas se répliquer, on ne pourrait pas avoir ce phénomène tout à fait étonnant où à chaque division cellulaire, les deux brins se séparent et on va avoir fabrication d'un brin complémentaire du précédent. Donc on a là vraiment quelque chose de fondamental. Pour comprendre l'importance de ces liaisons, l'idéal, c'est encore de parler de l'eau, les molécules d'eau. Lorsque les molécules d'eau vont être en présence à basse température, la température agit sur l'agitation des atomes et des molécules. À basse température, les atomes et les molécules s'agitent peu, et du coup, les liaisons faibles vont devenir fortes. L'ensemble va se figer et on va avoir de la glace. Si on augmente la température, la glace va fondre. Une partie des liaisons faibles, mais pas toutes entre les molécules d'eau, vont disparaître. On a ce qu'on appelle une structure en iceberg avec un va-et-vient entre les molécules, on a de l'eau. Si on continue de chauffer, au bout d'un certain temps, les liaisons faibles seront trop faibles pour maintenir la cohésion entre différentes molécules d'eau et toutes les molécules d'eau vont devenir autonomes, indépendantes, on va avoir de la vapeur d'eau. Et on voit tout de suite qu'on va trouver de la vie finalement dans une gamme de températures qui va être comprise entre les températures froides où les liaisons faibles vont devenir trop fortes et les températures trop fortes où les liaisons faibles ne pourront plus jouer leur rôle d'interaction entre les macromolécules du vivant. C'est pour ça que finalement, on a une toute petite fenêtre dans l'étendue de température qu'on peut imaginer dans l'univers, une toute petite fenêtre de température où l'on peut trouver des organismes vivants. Un autre exemple
pour illustrer l'importance de ces histoires de liaison faibles. Hein, c'est simplement quand on fait un œuf sur le plat. Lorsqu'on casse un œuf, eh bien, on a le blanc et le jaune qui sont formés par des protéines. Ces protéines, en général, sont des protéines globulaires sous forme de chaînes d'acides aminés repliées sur elles-mêmes, et ces repliements sont dus à des liaisons faibles entre des acides aminés situés à différents endroits dans la chaîne. Si on chauffe, si on fait un œuf sur le plat, eh bien, les protéines vont se dénaturer parce que les interactions faibles vont être cassées, et ensuite elles vont s'agréger ensemble, et on va avoir formation d'un œuf sur le plat, et c'est sympa. Voilà, alors, si on revient sur notre molécule d'ADN, qui a été découverte, disons, la structure en double hélice a été découverte en 1953. Très vite, les chercheurs ont étudié ses propriétés. Ils ont observé cette propriété de dénaturation, de séparation des deux brins lorsque l'on chauffe, et ils ont vu que lorsqu'ils prenaient une molécule d'ADN linéaire, eh bien, lorsqu'ils chauffaient au-delà de 50, 60, 70 degrés, ça dépendait de la taille de la molécule, de sa composition en base, en tout cas au-dessus de 75-80 degrés, eh bien, on n'avait plus de double hélice, on avait toujours un ADN simple brun. Et du coup, l'idée, dans les années 60-70, l'idée était assez répandue selon laquelle, finalement, la vie ne pouvait pas exister à des températures au-delà de 70-75 degrés, puisque la molécule d'ADN ne pouvait plus rester sous forme de double hélice. C'était devenu une idée un petit peu, ce qu'on appelle des fois en science un paradigme. Donc, jusque dans les années 60-70, les biologistes pensaient que la vie ne pouvait pas exister à des températures supérieures à 70 degrés. Et à l'époque, les organismes les plus thermophiles connus étaient effectivement des bactéries pouvant se diviser à 55 degrés, température optimale. Ce paradigme, il a été battu en brèche en 1967 par un microbiologiste américain, Thomas Brock, qui a découvert à Yellowstone une bactérie capable de pousser à des températures comprises entre 60 et 75 degrés. Thermus aquaticus, ça a été vraiment la première découverte d'une bactérie vraiment thermophile. Donc, j'ai profité de cette conférence pour rendre hommage à Thomas Brock, qui est souvent considéré comme le père des thermophiles, puisqu'il est décédé en fait récemment, il y a quelques semaines, donc à un âge déjà bien avancé. C'est lui qui avait eu, pas le premier, on en reparlera tout à fait à la fin de l'exposé, mais en tout cas qui a été le premier à vraiment systématiquement rechercher si des êtres vivants pouvaient exister dans les sources chaudes de Yellowstone. Il a pris l'habitude de passer toutes ses vacances à Yellowstone pour rechercher des micro-organismes, et il a isolé donc comme cela la première bactérie vraiment thermophile. Alors aujourd'hui, voilà, cette bactérie, là vous la voyez, qui pousse de façon optimale à 70 degrés. Cette bactérie est devenue très célèbre d'une façon inattendue pour Thomas Brock, et on peut faire un lien aujourd'hui très fort entre Thomas Brock et le Covid, pour parler un petit peu d'actualité. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, c'est un petit peu grâce à lui que la méthode PCR, dont tout le monde aujourd'hui a entendu parler, a pu être automatisée en 1987. Pour ceux qui ont suivi la conférence d'Adrian Kish, elle y a déjà fait allusion. Alors, ce n'est pas Thomas Brock qui a inventé la méthode PCR. La méthode PCR a été inventée en 1985 par Kary Mullis. C'est une méthode qui implique d'amplifier l'ADN et qui nécessite l'utilisation d'une enzyme qu'on appelle une ADN polymérase, une enzyme qui est capable de fabriquer de nouveaux brins d'ADN si on lui donne des substrats. Et c'est l'utilisation d'une enzyme isolée à partir de Thermus aquaticus en 1987 qui a permis d'automatiser la réaction. Donc, ici, c'est un petit schéma qui représente cette réaction de PCR, Polymerase Chain Reaction. Elle implique la mise en place d'un certain nombre de cycles de réaction, où à chaque cycle, la quantité d'ADN est multipliée par 2. Au départ, on a des amorces qui vont permettre d'amplifier spécifiquement l'ADN qui vous intéresse. Par exemple, si on veut amplifier, effectivement, détecter le Covid, alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on fait ce qu'on appelle une RT-PCR. Comme on a affaire à un virus ARN, il faut tout d'abord transformer l'ARN du virus en ADN par une réaction de reverse transcription avec une autre enzyme qu'on appelle une reverse transcriptase. On va mettre des amorces qui vont reconnaître des séquences spécifiques du virus,
et on va faire un certain nombre de cycles d'amplification. Et à chaque cycle, donc, on va devoir dénaturer la molécule d'ADN. C'est là où on va élever la température, 80 ou 90 degrés. Et si on utilise une ADN polymérase normale, disons isolée d'une bactérie comme Escherichia coli, une bactérie mésophile, eh bien, cette enzyme va être dénaturée, inactivée, et du coup, il va falloir en remettre à chaque cycle de réaction. Et ça, ce serait très coûteux, ça serait très long, ça serait impraticable. Ce qui est génial avec la Taq polymérase, qu'on parle de Taq polymérase pour la polymérase de Thermus aquaticus, c'est qu'il suffit d'en ajouter une fois au début de la réaction, et pendant toutes les étapes, tous les cycles, eh bien, elle va être capable de fabriquer de nouveaux brins d'ADN. On n'a pas besoin de rajouter une polymérase neuve. Donc là, vous avez un petit schéma en 3 dimensions de la polymérase de Thermus aquaticus avec un petit bout d'ADN. Et là, vous avez les appareils qu'on va utiliser pour les cycles d'amplification. Donc, au passage, un petit bémol, disons, attention, le Karemulis, c'est lui qui en fait a eu le prix Nobel pour la découverte de la PCR en 85, qui a précisé que le test PCR ne permet pas de savoir si vous êtes malade, il permet simplement de savoir si vous avez de l'ADN ou de l'ARN d'un pathogène. Et il faut aussi faire très attention parce que si l'on fait trop de cycles, au-delà de 35 cycles, par exemple dans le cas du Covid, on peut avoir des faux positifs. Et de ce point de vue, il y a des problèmes parce que selon les laboratoires, certains laboratoires poussent les tests un peu trop loin et on peut avoir de cette façon-là des faux positifs. Alors, Thomas Brock, je ne sais pas s'il y a peut-être un petit problème, si vous pouvez lire exactement ce qui est en haut de la diapo, mais je vais vous l'indiquer. Thomas Brock, après avoir découvert Thermus aquaticus, quelques années plus tard, en fait en 1972, il a découvert un nouvel organisme qui poussait à des températures encore plus élevées que Thermus aquaticus et qu'il a appelé Sulfolobus acinocaldarius. Alors celui-là poussait de façon optimale à 75 degrés et un pH de 3, on parle dans ce cas-là de thermoacidophile, un organisme capable de pousser à la fois à haute température et à pH très bas. Alors, on peut se poser tout de suite la question, je vous ai dit que beaucoup de biologistes ne pensaient pas que la vie était possible à de telles températures à cause du problème des liaisons faibles qui deviennent instables à ces températures. Comment les organismes thermophiles et encore plus hyperthermophiles, comme on le verra tout à l'heure, se débrouillent? Eh bien, dans le cas des protéines, par exemple, on s'est aperçu que c'était assez simple. En fait, il suffisait d'augmenter le nombre de liaisons faibles entre acides aminiques de façon à ce qu'ils stabilisent la molécule pour avoir une protéine qui reste fonctionnelle à haute température. Donc là, on a l'exemple d'une protéine d'un organisme mésophile, par exemple une polymérase d'un organisme mésophile à haute température, elle va se dénaturer. La polymérase d'un organisme thermophile, renforcée par un nombre le plus grand de liaisons faibles, à haute température, eh bien, elle va rester fonctionnelle. Dans le cas de l'ADN, j'en profiterai pour citer une expérience que j'ai réalisée avec ma femme Evelyne Marguet en 1994, donc ce n'est pas tout jeune, mais on avait montré qu'effectivement, si un ADN linéaire se dénature à des températures supérieures à 70 ou 80 degrés, si l'on prend un ADN circulaire, alors techniquement on parle d'ADN topologiquement fermé parce que les deux brins sont enroulés l'un autour de l'autre et ne peuvent pas librement se dérouler, et bien dans ce cas-là, on avait montré que cet ADN restait stable sous forme double hélice jusqu'à 107 degrés. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une astuce particulière au thermophile. On a pu montrer que finalement, c'était une idée fausse d'assimiler le problème de l'ADN à celui d'un ADN linéaire. Si on avait un ADN circulaire, eh bien dans ce cas-là, il était stable jusqu'à 107 degrés. On n'a pas pu aller à des températures plus élevées simplement à cause de la sensibilité de l'appareil qu'on utilisait à l'époque. Si on incubait pendant des temps plus importants, en restant à 107 degrés, simplement l'ADN se cassait et on voyait que en fait, dans cette expérience, on peut distinguer un ADN simple brin d'un ADN double brin par l'absorption de cet ADN au rayon ultraviolet. Donc, c'est une petite
manip que l'on peut faire avec un appareil spécialisé, on voit que là, l'ADN se dégrade. Alors, pour revenir à Thomas Brock et à la découverte en 1977 de Sulfolobus acidocaldarius, la grosse surprise a été de s'apercevoir, en fait, quelques années plus tard, grâce au travail d'un biologiste moléculaire américain du nom de Carl Woese, que Sulfolobus acidocaldarius, contrairement à Thermus aquaticus, n'était pas une bactérie. Alors, Carl Woese, comment a-t-il mis en évidence cette particularité? Il était en train d'essayer de déterminer les relations de parenté entre les organismes. Et pour cela, il comparait leurs ribosomes. Les ribosomes, ce sont les usines de fabrication des protéines qui sont présents chez tous les organismes vivants cellulaires, mais qui ne sont pas présents chez les virus. C'est la grosse différence qui explique pourquoi les virus sont des parasites obligatoires. Ils ont absolument besoin de parasiter une cellule pour, en fait, emprunter, si on peut dire, leur ribosome pour fabriquer des protéines. Ce qui explique qu'un certain nombre d'antibiotiques qui agissent en tuant les bactéries, en bloquant leur ribosome, ne vont pas avoir d'effet sur les virus. Ce n'est pas vrai de tous les antibiotiques. Certains, comme les macrolides, par exemple l'azithromycine, qui peut être utilisé contre le Covid, qui va marcher à la fois contre les bactéries, mais contre les virus ARN. Alors, le ribosome, c'est une énorme machinerie moléculaire composée de protéines et d'ARN. Deux ARN, en fait, il y a deux sous-unités dans le ribosome, une grande, une petite, deux grands ARN. Là, vous avez à droite l'ARN de la petite sous-unité, et c'est cette molécule que Carl Woese va utiliser pour déterminer les relations de parenté entre organismes. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails, simplement, ces molécules d'ARN, ce sont des longues chaînes de nucléotides de lettres AUGC au lieu de ATGC, et en comparant les séquences de ces molécules chez tous les organismes, on peut arriver à déterminer ceux qui sont proches les uns des autres et ceux qui sont très éloignés. Et donc, c'est de cette façon-là qu'il s'est aperçu qu'on avait non pas deux types de ribosomes sur Terre, ceux des eucaryotes et ceux des bactéries, que l'on pouvait distinguer déjà par leur sensibilité aux antibiotiques, mais on avait chez les archébactériens un troisième type de ribosome, qui était également d'ailleurs résistant aux antibiotiques actifs contre les ribosomes des bactéries. Mais c'est en analysant les séquences de ces ribosomes d'archébactéries que Carl Woese a pu mettre en évidence ce phénomène. Alors voilà, ceux qui sont intéressés, effectivement, dans mon ouvrage « Microbes de l'enfer », ou dans sa traduction anglaise plus récente « Microbes from Hell », j'explique assez en détail comment Carl Woese a pu arriver à ce résultat. Voilà l'arbre universel du vivant qu'il a produit avec un de ses collaborateurs, Gary Olsen, en 1986, où il a montré qu'on pouvait effectivement dessiner un arbre universel du vivant comprenant trois groupes très distincts les uns des autres, les eucaryotes, dont nous faisons partie, les bactéries, que tout le monde connaissait déjà à l'époque, et les archées, qui regroupaient des organismes que l'on connaissait déjà à l'époque, mais que l'on pensait être des bactéries, Sulfolobus sulfataricus, dont je viens de vous parler, donc un organisme thermophile et extrême, Thermoproteus, dont je vais vous parler bientôt, des archéalophiles, pour ceux qui ont assisté à la conférence d'Adrien Kish, qui en a parlé la semaine dernière, et des méthanogènes, des organismes producteurs de méthane, dont certains d'ailleurs vivent dans notre intestin. Donc les archées ne sont pas toutes des extrémophiles. Certaines archées vivent chez nous, dans nos intestins, donc sont tout à fait mésophiles. D'autres vivent dans l'océan, dans le sol. On sait aujourd'hui que les archées sont présentes vraiment partout. Leur importance a d'ailleurs été reconnue. Là, je vous montre le roi de Suède qui remet le prix Crawford à Carl Woese en 2003. Donc, c'est un prix remis par l'Académie des sciences suédoise et qui est en fait un peu l'équivalent du prix Nobel dans des disciplines pour lesquelles on n'a pas de prix Nobel, comme l'évolution ou la biologie fondamentale. Voilà. Alors, à l'époque, Thermus aquaticus et Sulfolobus, tous ces deux organismes qui avaient été isolés par Thomas Brock étaient des organismes aérobies, c'est-à-dire qui ont besoin d'oxygène pour fonctionner.
Et l'hypothèse de pas mal de biologistes à cette époque était de penser que les organismes thermophiles avaient besoin de l'énergie apportée par l'oxygène pour pouvoir vivre à haute température. Alors, cette hypothèse, elle a été mise en cause par deux microbiologistes allemands que vous voyez ici, pris lors d'un congrès sur les archées, voilà, où ils se félicitaient de se retrouver après plusieurs années où, après avoir collaboré, ils avaient travaillé chacun de leur côté. Ces deux chercheurs, Wolfram Zillig et Karl Stetter, dont j'avais déjà mentionné tout à l'heure Karl Stetter à propos de la dénomination de hyperthermophile, ces deux chercheurs se sont posé la question, est-ce qu'il n'existerait pas des thermophiles capables de vivre à haute température en absence d'oxygène? Alors, pourquoi ils se sont posé cette question? En grande partie parce qu'ils étaient attirés par l'idée sur laquelle on reviendra, selon laquelle la vie avait pu apparaître à haute température. Et si la vie était apparue à haute température, eh bien, ça veut dire que les premiers organismes étaient thermophiles et étaient aussi anaérobies, puisque l'on sait que la Terre primitive, l'atmosphère primitive ne contenait pas d'oxygène, et que l'oxygène a été apporté beaucoup plus tard par les bactéries, et plus particulièrement par les cyanobactéries. Donc, ils ont pensé qu'il devait exister des archées. Le nom archée lui-même avait été proposé par Carl Woese pour suggérer des organismes anciens, et que ces organismes pouvaient vivre donc sans oxygène. Alors, bien sûr, pour isoler et étudier des micro-organismes anaérobies, c'est plus complexe que pour étudier des organismes aérobies. Il faut un équipement spécial. Là, je vais vous présenter quelques photos de l'équipement que l'on a utilisé à Orsay pour étudier ces hyperthermophiles. C'est plus simple de travailler sur les aérobies, c'est la raison pour laquelle Thomas Brock, au départ, s'était contenté de chercher les aérobies. Alors, Wolfram Zillig et Karl Stetter, là, vous avez une photo où ils étaient beaucoup plus jeunes. Lors de leur première expédition en Islande en 1980, ils ont été en Islande, ils ont d'abord été en Italie, mais ensuite en Islande, à la recherche d'hyperthermophiles, anaérobies, et ils en ont trouvé. Là, vous avez des photos de leur recherche sur le terrain. Voilà les trois premiers organismes qu'ils ont découverts dans les années 81, Thermoproteus, Desulfurococcus, Thermophilum, trois organismes qui avaient des températures optimales supérieures à 85 degrés et qui étaient capables de se diviser jusqu'à 95 degrés. C'est donc ces organismes que Karl Stetter a proposé d'appeler hyperthermophiles. Alors, ça aurait pu être des bactéries. Lorsqu'ils les ont isolées, ils ont simplement cherché des micro-organismes capables de pousser en anaérobiose aux températures avec un milieu de culture adéquat. Ensuite, ils ont envoyé des extraits à Carl Woese pour analyser leur ribosome, l'ARN de leur ribosome. Et à chaque fois, il s'agissait, dans ce cas-là, d'archées. En 1982, Karl Stetter a fait une découverte encore plus spectaculaire. Il aimait beaucoup la plongée sous-marine. Il est retourné avec sa famille à Vulcano, une île dans les îles éoliennes en Italie, où il avait remarqué l'existence de fumeurs sous-marins, disons, à environ quelques centaines de mètres de la côte et par 10 mètres de profondeur. Il a récupéré des échantillons et qu'il a pu faire pousser sous pression dans son laboratoire. Et il a isolé une archée, encore une archée qu'il a appelée Pyrodictium, les doigts brûlants, qui avait une température optimale de 106 degrés et qui se divisait encore à 110 degrés. Donc là, on arrivait vraiment à des conditions tout à fait exceptionnelles. Alors, bien sûr, il a pu le faire parce qu'il a pu mettre ces organismes sous pression de façon à avoir de l'eau qui restait liquide à 110 degrés. On pouvait se poser bien sûr la question, que se passe-t-il si on augmente encore la pression? Si on se retrouve par exemple dans les conditions des fumeurs qui se présentent dans les grands fonds sous-marins, où on sait qu'on peut avoir de l'eau liquide qui sort, excusez-moi pour la petite faute là, sous forme liquide à plus de 300 degrés, sous des pressions gigantesques dans les fumeurs noirs ou blancs. Et là, il y a eu un scoop publié en 1982 par deux chercheurs américains, la même année que Karl Stetter avait découvert Pyrodictium.
ils ont publié dans Nature la découverte de bactéries qui pouvaient vivre à 250 degrés sous pression. Alors ça a fait le scoop, on en a parlé, je me rappelle à l'époque même au journal télévisé, alors qu'on n'avait pas du tout parlé de la découverte de Karl Stetter. Mais c'était un flop, c'était absolument impossible d'avoir des organismes vivants à de telles températures. Et quelques mois plus tard, un autre chercheur américain, Jonathan Trent, a publié dans Nature un article montrant qu'il s'agissait en fait d'une erreur. Donc, c'est un autre exemple du fait qu'il faut se méfier des journaux comme Nature, le Lancet, qui parfois publient des scoops et qui doivent se rétracter. Alors, on se doutait bien que des bactéries capables de vivre à 250 degrés, c'était faux, hein, en fait, puisque dans ce cas-là, les liaisons chimiques fortes dont j'ai parlé, qui forment le squelette des macromolécules, elles vont être cassées en quelques minutes. L'ATP, qui est la molécule, qui est la monnaie énergétique de nos cellules, est hydrolysée en quelques secondes. En fait, aujourd'hui, on sait que les organismes que l'on trouve dans les fumeurs noirs ou blancs, en fait, on trouve les mêmes organismes dans les sources chaudes profondes sous-marines que dans les sources terrestres. Par exemple, Wolfram Zilli, vous le voyez ici, sur la plage de Vulcano, où il a isolé Pyrococcus furiosus, eh bien, dans les sources chaudes sous-marines, des chercheurs de l'université de Brest, ou à l'époque du CNRS à Roscoff, ont isolé Pyrococcus abyssi, une archée très proche qui, elle, pousse par contre dans des fumeurs sous-marins. Alors, il y a des petites différences. Certains de Pyrococcus peuvent pousser à des températures un peu plus élevées sous pression, mais ça reste quand même assez marginal. De mon point de vue, le record actuel de température est détenu par un organisme découvert en 1993 par Karl Stetter dans une source chaude sous-marine au large de l'Islande qu'il a appelée Pyrolobus fumari, qui a une température optimale de 106 degrés, comme Pyrodictium, mais qui peut pousser jusqu'à 113 degrés. Donc, un organisme son équipe a isolé à partir d'un fumeur au large de l'Islande. En 2003, deux chercheurs américains ont publié un article dans Science dans lequel ils déclaraient qu'ils avaient percé ce plafond. Ils avaient un organisme qui était capable de pousser jusqu'à 121 degrés. Vous avez la courbe ici, 121 degrés. Mais là, j'ai mis un petit attention parce que personne n'a pu reproduire leur expérience et à ma connaissance, la souche n'est pas disponible. Si on regarde la courbe qu'ils ont publiée dans leur article, eh bien, on voit que ce qui est un peu curieux, c'est que la température optimale, c'est 106 degrés, comme pour les souches isolées par Stetter. La différence, c'est que la courbe, au lieu de s'infléchir ensuite brusquement, traîne un petit peu pour aller justement jusqu'à 121 degrés. Mais en fait, la façon dont ils ont mesuré les croissances de leur souche est assez délicate, puisque en fait, cette souche pousse dans un milieu où il y a du fer. Le fer forme des globules, et ils comptaient au microscope optique les taches noires dans le champ du microscope. Et là, vous avez une photo en microscopie électronique. Vous voyez la tache correspondant à la cellule et un globule de fer, mais quand on regarde en microscopie optique, c'est beaucoup moins évident. Plus récemment, une équipe japonaise a publié un papier dans une revue aussi prestigieuse, PNAS, dans lequel ils ont annoncé que Methanopyrus candleri, une archée méthanogène hyperthermophile qui avait été isolée par Stetter, et Stetter avait montré qu'elle était capable de pousser jusqu'à 110 degrés, eh bien, eux, ils ont déclaré que cette souche était capable de pousser jusqu'à 122 degrés sous pression. Vous voyez, 122, 1 degré de plus que 121, pour moi, je suis déjà un petit peu sceptique. Et quand je regarde leur courbe, je vois qu'en absence de pression, leur souche est capable de pousser jusqu'à 116 degrés, alors que celle de la même souche, dans les mains de Stetter, pousse jusqu'à 106. Donc, je pense que là, il y a encore un problème. Ce qui fait que, de mon point de vue, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la température optimale observée pour la croissance d'un micro-organisme, c'est de 106 degrés. Et il existe une controverse sur la température maximale entre 113 et 122. Pour moi, je pense que 122, c'est peu réaliste. Il faut noter que si la température optimale est de 106, elle n'a pas changé depuis 1993. Excusez-moi, encore une petite erreur. Ça fait bientôt 30 ans. Donc, on peut se poser la question, on a l'impression qu'on a atteint un petit peu un plafond de verre. Là, on va se poser la question pourquoi.
Ce qui est aussi frappant, c'est que tous les organismes qui vivent à plus de 100 degrés qui ont été découverts jusqu'à présent sont des archées. Alors, Stetter et son équipe ont effectivement découvert des bactéries hyperthermophiles. Là, vous voyez les deux bactéries hyperthermophiles découvertes par Stetter, Thermotoga maritima, qui a une température maximale de 90 degrés, et Aquifax pyrophilus, une température maximale de 95 degrés. Et vous voyez, il s'agit de températures maximales, donc on ne va pas jusqu'à 100 degrés. Et si on fait un petit schéma ici, comme celui que je vous avais présenté tout à l'heure, où l'on met les eucaryotes, les bactéries et les archées, on voit très clairement qu'effectivement, les prokaryotes dans leur ensemble, de loin, dépassent les eucaryotes pour aller de 60 à 113, mais les archées dépassent, font mieux que les bactéries pour aller de 95. Elles sont les seules capables pour aller de 95 à 113. Alors attention, bien sûr, il existe des archées qui sont capables de pousser à des températures très basses, proches du zéro. Donc des archées psychrophiles, comme des bactéries psychrophiles, des eucaryotes psychrophiles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Dans le cas des basses températures, comme dans le cas de la salinité, on trouve des organismes dans les trois domaines du vivant capables de s'adapter. Dans le cas de la température, un des trois domaines tient la corde. Pourquoi? Alors, c'est sans doute à cause des lipides des archées qui sont très particuliers. Là, je vous ai présenté un petit schéma en coupe d'une membrane cytoplasmique. En général, cette membrane qui est formée de deux couches de protéines qui enserrent une couche de lipides, donc de graisse. On parle de bicouche parce que la couche de graisse elle-même, elle est formée de deux feuillets qui peuvent se séparer. Enfin, ça c'est théorique, c'est pour le dessin. Mais qui peuvent en tout cas avoir une certaine fluctuer plus ou moins. Ces couches lipidiques sont formées par des molécules de lipides, bien sûr, qui sont schématisées ici. Vous avez les lipides d'archées, les lipides de bactéries. Ces lipides sont formés par de longues chaînes carbonées d'atomes de carbone qui sont donc particulièrement hydrophobes, ce qui explique pourquoi l'eau et la graisse ne se mélangent pas. Les lipides ne se mélangent pas avec l'eau parce qu'ils sont formés de longues chaînes de carbone qui ne peuvent pas interagir facilement avec les molécules d'hydrogène ou d'oxygène de l'eau. Alors, ce que vous voyez dans les lipides des bactéries, c'est qu'en plus de ces chaînes carbonées linéaires, tous les 5 atomes de carbone, ils ont à chaque coude, ici vous avez un atome de carbone, vous avez un petit pic ici qui correspond en fait à ce que les chimistes appellent un groupement de méthyle, un groupement avec un carbone et 3 hydrogènes, qui est également particulièrement hydrophobe. De ce fait, vous avez des membranes qui sont très imperméables. Très imperméables, en plus, certes, chez les hyperthermophiles, chez les archées hyperthermophiles, ces lipides forment ce qu'on appelle des monocouches, c'est-à-dire que les deux parties de la bicouche s'associent pour former une monocouche qui est très, très rigide. On a donc affaire à des membranes très imperméables qui vont justement permettre aux cellules de conserver leurs métabolites à l'intérieur de la cellule à des températures très élevées. En effet, le point faible des organismes vivants à haute température, en fait, ce point faible, c'est surtout les membranes. Lorsque vous chauffez, les membranes deviennent de plus en plus fluides et de plus en plus perméables. Donc, à un moment donné, eh bien, les organismes ne vont plus pouvoir vivre. Des membranes, les biochimistes ont montré que des membranes artificielles fabriquées avec des lipides bactériens deviennent perméables au-dessus de 70-80 degrés, alors que des membranes artificielles fabriquées avec des lipides d'archée deviennent perméables seulement au-dessus de 105 degrés. Vous voyez que même avec des lipides d'archée, au-delà de 105 degrés, eh bien, les membranes deviennent plus ou moins perméables. Donc, si vous ajoutez les protéines, vous augmentez, vous diminuez la perméabilité, mais quand même. C'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas un hasard si on n'a pas réussi à trouver d'organismes vivant à des températures supérieures à 110, 113 degrés. Je pense que c'est dû au fait qu'il faudrait imaginer des organismes avec des membranes encore complètement différentes. Les bactéries hyperthermophiles, par rapport aux bactéries normales, ont aussi des lipides un petit peu différents, avec des groupements méthyl par endroits, mais qui sont quand même moins complexes, moins que ceux des archées, ce qui explique pourquoi on a cette différence pour la température maximale à laquelle peuvent vivre des archées ou des bactéries. Alors, je vais parler maintenant un petit peu des virus. On a vu que dans les trois domaines du vivant, on avait des hyperthermophiles que chez les archées et les bactéries. Est-ce que l'on trouve des virus
hyperthermophiles? La réponse est oui. Tous les organismes, y compris les extrémophiles, sont infectés par des virus. Les virus coévoluent avec leurs hôtes, ils s'adaptent donc à leurs conditions de vie. Du coup, les virus des hyperthermophiles sont eux-mêmes hyperthermophiles. Alors, ça a un gros intérêt pour nous. Ils ne présentent aucun danger pour nous puisqu'ils ne peuvent pas se développer. Et les chercheurs qui travaillent sur les virus d'archées hyperthermophiles n'ont pas de souci à se faire. D'une façon générale, les virus qui infectent les organismes d'un domaine ne vont pas infecter, ne seront incapables d'infecter les organismes d'un autre domaine. Alors, du coup, comme les virus coévoluent avec leurs hôtes, chacun des trois grands domaines vivants, archées, bactéries et eucaryotes, sont infectés par des virus différents. Les eucaryotes sont infectés par des virus, beaucoup de virus ARN, comme le Covid, le sida, mais également des virus à ADN, comme la variole. Les bactéries sont surtout infectées par des virus à ADN, quelques virus ARN, les archées essentiellement par des virus à ADN. On ne connaît pas non, même pas essentiellement, on ne connaît pas actuellement de virus d'archées à ARN. Alors pourquoi? Peut-être, c'est une hypothèse, peut-être parce que l'ARN est justement fragile à haute température et que l'ancêtre des archées était sans doute un hyperthermophile. Je reviendrai là-dessus. Alors, les virus des archées, ce qui est fascinant, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressé à ces virus et pourquoi on les a étudiés dans l'unité dont j'étais responsable à l'Institut Pasteur, les virus des archées produisent des virions en forme tout à fait inhabituelle. Et ces virions, en particulier, bien sûr, ceux des virus d'archées hyperthermophiles, sont extraordinairement résistants aux températures élevées. Les premiers virus d'archées ont été découverts par Wolfram Zillig, encore lui, en 1985. Il a découvert un virus SSV1 qui infectait Sulfolobus shibatae et qui produit des virions ici en forme de citron, que l'on voit à côté d'une cellule de Sulfolobus. Et ces virions, ce type de forme pour un virion n'avait jamais été observé chez les virus infectant des bactéries. Les travaux sur les virus d'archées ont ensuite été développés par un de ses anciens collaborateurs, David Prangeschwili, un chercheur d'origine géorgienne qui a beaucoup travaillé avec Wolfram Zillig et ensuite Karl Stetter en Allemagne, et qui est venu travailler ensuite avec moi à l'Institut Pasteur à partir de 2004. Et de 2004 à 2019, il a, avec ses étudiants en thèse, ses post-docs, découvert, décrit, isolé, caractérisé un nombre incroyable de nouvelles familles de virus d'archées produisant des virions tout à fait étonnants. J'en ai présenté ici quelques-uns. Là, c'était en haut un virus qui produit des virions qui changent de forme après être sortis de la cellule, ce qui n'avait vraiment jamais été observé auparavant. En bas à gauche, des virions en forme de bouteille, et ici au milieu, des virions qui se terminent par des pinces qui leur permettent de s'accrocher aux poils, aux pili de leurs os, des archées, pour ensuite se rapprocher de la cellule et les infecter. Donc, toutes ces formes-là n'avaient jamais été observées auparavant. Là, vous avez également des virions d'un virus d'archées hyperthermophiles, dont la forme peut ressembler à certains virus infectant les eucaryotes, même les plantes, virus ARN, mais là, ce sont des virus à ADN, et non seulement des virus à ADN, mais l'ADN, au lieu d'être sous la forme que l'on appelle forme B, qui est la forme classique de l'ADN dans nos cellules, qui est présentée en bas ici à droite, assez ouvert, disons, il est présent sous une forme beaucoup plus resserrée qu'on appelle la forme A, et il est empaqueté de façon très très serrée par des protéines. Ensuite, tout ça, ça se met en forme de superhélice pour former le virion. On a affaire du coup à des virions qui sont extraordinairement résistants à la température, à la présence de détergents. En fait, les chercheurs qui étudient ce virus au laboratoire ont eu énormément de mal à le décortiquer en quelque sorte, puisqu'il était résistant à tous les traitements auxquels on a recours généralement pour justement séparer le matériel génétique des protéines qui protègent le virus, etc. Alors, les étudiants de David ont fait des découvertes tout à fait incroyables. Ils ont découvert, par exemple, un virus qui produit des pyramides. Ces pyramides que l'on voit ici à la surface de la cellule, c'est une cellule de sulfolobus, donc une archée hyperthermophile. Ces pyramides, qui sont formées par une seule protéine codée par le virus, vont faire des trous dans l'enveloppe de la cellule, et ces trous vont permettre aux virions de s'échapper pour aller infecter d'autres cellules. Ici en bas, j'espère que vous voyez bien, on voit une pyramide qui est en train de percer la paroi de l'archée.
Là, ensuite, on a l'ouverture de cette pyramide qui va former un trou par lequel, justement, les virions vont pouvoir s'échapper. Donc, moi, ça a été une fascination de travailler pendant 15 ans à l'Institut Pasteur avec David et ses étudiants et ses collaborateurs, parce j'ai assisté à une série de découvertes tout à fait incroyables. Et aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, on a la collection de virus d'Arché qui est la plus achalandée au monde. Alors, le travail sur les virus d'Arché continue à l'Institut Pasteur grâce à un jeune chercheur lituanien, Mart Krupovic, qu'on a recruté en 2011. Il est venu nous rejoindre en 2011 comme postdoctorant et aujourd'hui, eh bien, il vient d'ouvrir sa propre unité à l'Institut Pasteur pour étudier les virus d'Arché. Lorsque nous avons pris notre retraite l'année dernière avec David, là vous avez, lors de un petit colloque international qu'on avait organisé pour ce que j'appelle ici la passation de pouvoir, eh bien, la fermeture de notre unité que l'on co-dirigeait plus ou moins avec David et l'ouverture de l'unité de Marthe. Et tout de suite, il a fait un scoop avec son postdoc chinois Yongfeng Liu. Il a découvert un nouveau virus qui, lorsqu'il infecte Sulfolobus, donc cet arché, la transforme en cellules géantes. Vous voyez ici à la même échelle, des cellules normales de Sulfolobus. L'arché découverte par Thomas Brock donc en 92, infectée par le virus, vous voyez les particules, le virion à la surface, et la cellule devient absolument géante. C'est un phénomène qui n'avait jamais été observé. Alors ici, sur le côté, j'ai mis un petit intestin parce que Marthe va commencer aussi à l'Institut Pasteur à étudier les virus des archées méthanogènes qui sont présentes dans nos intestins, bien sûr, puisqu'il y a un intérêt médical aussi à s'intéresser aux archées méthanogènes. Là, c'est son unité. Voilà, alors, tous ces virus sont des virus qui infectent des archées qui interagissent, qui infectent des archées vivants dans les sources chaudes terrestres. Wolfram Zillig, ensuite David Prangleshvili et Marthe ont essentiellement étudié donc, des virus infectant des archées hyperthermophiles de sources chaudes terrestres, mais il existe également des archées hyperthermophiles de sources chaudes sous-marines donc, qui sont infectées par les virus. Et dans ce cas-là, eh c'est une équipe française, en fait c'est une chercheuse française, Claire Gesselin, qui est la seule au monde à avoir réussi à isoler des virus infectant les hyperthermophiles sous-marins. Là, et vous voyez qu'elle a isolé un virus qu'elle a appelé PAV1 pour Pyrococcus absci, virus numéro 1. C'est un virus en forme de citron, comme celui découvert par Zillig donc, pour Sulfolobus. Donc là encore, on revoit une similarité entre tous ces virus. Et là, son étudiante Aurore Gorlas, qui a découvert le premier virus d'une archée appelée Thermococcus et qu'elle a appelé TPV1 pour Thermococcus priorivirus 1, en l'honneur de son directeur de thèse de l'époque, Daniel Prieur, donc, qui est un des pionniers de la recherche aussi sur les archées et les hyperthermophiles en France. Donc là, il y avait une génération. Claire Gesselin était étudiante en thèse de Daniel Prieur, Aurore Gorlas, étudiante en thèse de Claire Gesselin. Voilà. Alors, je vais maintenant aborder la dernière partie de mon exposé, qui revient sur le titre que j'aurais pu donner, « Origine de la vie ou merveille d'adaptation pour ces organismes ». Alors, beaucoup de chercheurs pensent que la vie a pu apparaître à haute température, pas tous. Il y a un débat, Adrienne Kish y a fait allusion la semaine dernière, un débat entre origine chaude et origine froide de la vie. Et ensuite, il y a un débat, est-ce que Lucas, le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels, vivait lui-même à haute température? Est-ce qu'il était un hyperthermophile? Alors, en 2015, une publication est sortie dans Nature Microbiology par une équipe allemande dans laquelle les auteurs ont dit « c'est réglé, on sait maintenant que Lucas était un hyperthermophile ». C'était une publication qui a fait le buzz, qui a été repris par beaucoup de journalistes, repris dans beaucoup de journaux de vulgarisation. Alors, ce n'était pas une idée nouvelle, hein, puisque depuis en fait, la découverte des archées, le nom même d'archée proposé par Carl Woese suggérait une origine très ancienne. Karl Stetter, dont j'ai beaucoup parlé, était un partisan farouche de l'origine de la vie à haute température et de l'idée selon laquelle il y aurait un lien direct entre une origine chaude de la vie et un Lucas hyperthermophile et les hyperthermophiles actuels. Bien sûr, c'était toujours agréable de se dire qu'on est en train d'étudier des organismes qui sont vraiment des reliques des débuts de la vie. Il y a eu d'autres hypothèses. Par exemple, sur ce schéma, on voit une idée selon laquelle la vie ne serait pas forcément apparue à haute température parce qu'on
On sait qu'à l'origine de la vie, l'ARN avait un rôle très important. J'ai déjà mentionné le fait que l'ARN était fragile à haute température, je vais y revenir rapidement. Donc là, par exemple, une hypothèse où la vie était apparue à basse température, mais ensuite, Lucas était, lui, à haute température. Alors, pourquoi ces chercheurs ont affirmé que Lucas était un hyperthermophile? Parce que, d'après eux, son génome codait pour une enzyme qui s'appelle la reverse gyrase. En fait, dans cet article, ils avaient annoncé avoir identifié les 380 et quelques protéines présentes chez Lucas, dont la reverse gyrase. Alors, qu'est-ce que c'est la reverse gyrase? La reverse gyrase, c'est un enzyme, en fait, que j'avais découvert moi-même, en fait, en 1984, à Paris. J'ai travaillé à l'époque à l'université Paris 7, en collaboration avec Michel Duguay, qui travaillait, lui, à Paris 6. Et une équipe japonaise, en parallèle, avait fait la même découverte au Japon en 1984. On avait découvert cette enzyme chez Sulfolobus, qui était capable d'introduire dans l'ADN ce qu'on appelle des superhélices positives, des supertours positifs. Bon, alors, tout le monde connaît la double hélice d'ADN, simplement, pour aller vite, hein, comme dans un câble de téléphone, si vous le tordez, au bout d'un moment, l'hélice va, en se tordant de plus en plus, va former des superhélices. Et lorsque vous avez des superhélices positives, ça va augmenter le nombre de liens entre les deux brins de l'ADN, et on peut intuitivement se dire que ça devrait faciliter la vie d'un organisme à haute température. Alors, pourquoi on avait appelé cette enzyme la reverse gyrase? Parce qu'on connaissait à l'époque déjà une autre enzyme qui, elle, s'appelait la gyrase, parce qu'elle faisait des superhélices dans l'autre sens. C'est une enzyme qui est présente chez toutes les bactéries et qui facilite la vie des bactéries en facilitant l'ouverture, au contraire de l'ADN, par exemple, au moment de la réplication, au moment où on veut séparer les deux brins pour les répliquer. Donc là, sur ce petit schéma, vous avez une superhélice d'ADN négative et on voit que ça facilite l'ouverture de la double hélice. Une superhélice d'ADN positive, ça rend plus difficile son ouverture. Et donc, on pouvait imaginer que cette enzyme, en introduisant des supertours, pouvait stabiliser l'ADN à haute température. Alors, je vous dis tout de suite qu'en fait, on ne sait pas si c'est vraiment ça qui se passe. Et aujourd'hui, c'est une de mes frustrations d'ailleurs, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement comment cette reverse gyrase fonctionne in vivo, dans la cellule. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'effectivement, ce qu'on a montré par contre, c'est un travail que j'avais fait en 2002 et que j'ai reproduit l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant, avec un postdoc néo-zélandais, Ryan Catchpole, en étudiant justement, en comparant le génome de tous les organismes qui étaient connus à l'époque en 2002, il n'y avait pas trop de génome en 2002, les organismes mésophiles, thermophiles, hyperthermophiles, etc. En 2019, il y en a des dizaines de milliers, mais quelqu'un comme Ryan Catchpole, avec les outils informatiques dont on dispose maintenant, est capable d'analyser très rapidement des milliers de génomes. Eh bien, j'avais montré et on a confirmé que la reverse gyrase est la seule protéine qui est présente chez tous les hyperthermophiles sans aucune exception. Donc, toutes les archées et les bactéries hyperthermophiles ont la reverse gyrase. La moitié des bactéries thermophiles l'ont, l'autre moitié ne l'ont pas, mais aucun organisme mésophile ne possède cette enzyme. Là, c'est vraiment absolu. On ne connaît aucun organisme mésophile vivant à des températures en dessous de 60 degrés qui possède la reverse gyrase. Et du coup, si Lucas possède une reverse gyrase, eh bien, on peut conclure qu'il était forcément soit thermophile, soit hyperthermophile. Alors, comment savoir si Lucas possédait la reverse gyrase? On peut le savoir, c'est assez facile en fait, en comparant les reverse gyrase des bactéries et celles des archées. Si la reverse gyrase était présente chez Lucas, eh bien, les reverse gyrase des bactéries et des archées devraient être significativement différentes, hein, car on sait que les archées des bactéries ont divergé depuis plus de 3 milliards d'années, peut-être 4. Lucas, je vous rappelle, le Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à tous les organismes modernes, donc le dernier ancêtre commun aux bactéries, aux archées. Alors, comment savoir si les reverse gyrase des archées et des bactéries sont significativement différentes? On peut visualiser le phénomène en construisant les arbres évolutifs qui relient entre elles les protéines des organismes modernes. Si on fait ça, par exemple, pour une enzyme dont on est sûr qu'elle était présente chez Lucas, l'ARN polymérase. L'ARN polymérase, c'est l'enzyme qui fabrique les ARN messagers. Donc maintenant, avec les vaccins ARN messagers, je pense que tout le monde, au moins, a entendu parler des ARN messagers. On ne sait pas forcément ce que c'est, mais bon. Donc, si on fait ça, on obtient ce que les scientifiques appellent un arbre phylogénétique, où les archées ici en bleu et les bactéries en rouge sont clairement séparées. Et on peut, en gros, on va mettre Lucas au milieu.
Si on fait ça avec la révergirase, c'est ce qu'on a fait avec Ryan Catchpole, donc le postdoc néo-zélandais dont je vous ai parlé précédemment, eh bien, dans ce cas-là, on voit que ce n'est pas du tout la même chose. Le bleu et le rouge sont mélangés, les archées et les bactéries sont mélangés. Ce qui, pour nous, veut dire clairement que la révergirase n'était pas présente chez Lucas. Elle a dû apparaître soit chez les archées, soit chez les bactéries, soit peu de temps avant l'ancêtre commun de l'une ou l'autre, mais simplement, ensuite, il y a eu des transferts de gènes entre les deux domaines, qui ont sans doute, par exemple, facilité l'adaptation aux températures très élevées des bactéries. Peut-être que les bactéries qui n'avaient pas la révergirase auparavant, qui vivaient à des températures modérées, élevées mais modérées, en récupérant la révergirase d'une archée par transfert de gènes, ont pu s'adapter à des biotopes plus élevés. Donc la révergirase n'était sans doute pas présente chez Lucas, et du coup on pense que ce dernier n'était sans doute pas un hyperthermophile. C'était peut-être un mésophile ou un thermophile modéré, mais pas un hyperthermophile. Alors en fait, la même conclusion avait été obtenue précédemment par l'équipe de Manologoui à Lyon en 2008, en étudiant l'évolution des ribosomes. Je ne vais pas vous raconter comment il avait fait, parce que ce serait trop compliqué, et là on a presque terminé. Il faut que je termine assez rapidement. Je vais simplement vous présenter la figure qu'il avait publiée dans Nature à l'époque en 2008, dans laquelle on avait un arbre évolutif, où on partait de Lucas, en bleu, la couleur bleue voulant dire qu'il vivait à basse température. On arrivait aux bactéries, aux eucaryotes et aux archées. Vous voyez que plus on s'avance vers les bactéries et les archées, eh bien on voit apparaître des branches en jaune, puis en orange, puis en rouge, correspondant à des organismes thermophiles. Donc le résultat, la conclusion de l'étude de l'équipe de Manologoui à Lyon, c'est que Lucas était un mésophile, mais un résultat très curieux de leurs travaux, c'est que, une conclusion très curieuse, c'est que, par contre, le dernier ancêtre commun à toutes les bactéries, que l'on voit ici en haut, et le dernier ancêtre commun à toutes les archées, était sans doute un thermophile. Et ils ont publié 2 ou 3 ans plus tard un autre article dans lequel ils confirmaient ces données, et ils trouvaient même que pour les archées, l'ancêtre devait être vraiment encore plus thermophile. J'avais déjà fait allusion à cette histoire, à savoir que l'ancêtre commun à toutes les archées était sans doute un hyperthermophile. Alors, comment expliquer, si Lucas était un mésophile, que l'on ait eu cette adaptation 2 fois indépendante aux conditions de vie à haute température chez les archées et les bactéries? Une des hypothèses faites par l'équipe de Manologoui, c'est que peut-être, en fait, il y avait eu un événement unique, spectaculaire, un événement de bombardement, peut-être le grand bombardement tardif, il y a 3,8 ou 9 milliards d'années, qui avait éliminé sur la planète tous les organismes incapables de survivre à son bombardement, et en particulier tous les organismes mésophiles ou thermophiles modérés. Seuls des organismes thermophiles très résistants, peut-être vivant au fond des océans, avaient pu survivre. C'est une hypothèse. Alors, je dois vous dire que personnellement, je ne crois pas trop. J'ai ma propre hypothèse dont je vais vous parler maintenant, et je vais terminer plus ou moins là-dessus. En fait, c'est une hypothèse que j'avais faite en 1995 et que j'avais publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. Cette hypothèse, c'est qu'en fait, le caractère de ce qu'on appelle prokaryotes des bactéries et des archées, c'est-à-dire une petite taille, des cellules de petite taille avec un renouvellement rapide de leurs macromolécules, des génomes compacts, avait facilité l'adaptation aux hautes températures. Donc, c'était un petit peu l'adaptation aux hautes températures qui avait amené à ce phénotype que l'on trouve aujourd'hui chez les bactéries et les archées. Et en particulier, j'avais pensé que le couplage entre la synthèse de l'ARN messager et la synthèse des protéines chez les prokaryotes, qui permet de protéger l'ARN messager, avait pu jouer un rôle important dans l'adaptation à haute température. Donc, je m'excuse un peu pour les fautes qui sont en bas. Là, je n'ai pas eu le temps de relire toute ma conf, que j'ai fait un petit peu au pied levé, parce que ce n'est pas moi qui devais la faire au départ. C'est quoi cette histoire de protection? Pourquoi il faut protéger l'ARN messager? J'ai déjà fait allusion plusieurs fois au fait que l'ARN est une molécule fragile. Si on compare l'ARN et l'ADN, regardez juste ici, dans la molécule du sucre, on a un oxygène qui est absent chez l'ADN. ARN, c'est acide ribonucléique, ADN, acide dioxyribonucléique, un oxygène a été enlevé. C'est très, très important, on n'a pas le temps de détailler, mais c'est très important. Le fait que cet oxygène ait été enlevé, l'ADN est une molécule beaucoup plus stable que l'ARN, ce qui tombe bien pour une molécule qui nous sert de patrimoine génétique. L'ARN est instable,
l'oxygène ici, qui est réactif, hein, l'oxygène, quand vous faites un feu de cheminée, c'est l'oxygène qui va l'activer, l'oxygène peut attaquer la liaison covalente, une liaison forte, qui relie entre eux deux bases de lettres de l'ARN, et du coup casser la molécule. Et ça, c'est très embêtant pour les eucaryotes, puisque les eucaryotes, chez les eucaryotes, l'ARN messager, l'ARN, le message qui est fabriqué à partir des gènes, est fabriqué dans le noyau, il va être transporté dans le cytoplasme pour servir à la synthèse des protéines. C'est un processus qui est très long, qui prend du temps, et dans lequel on a ce qu'on appelle la maturation de l'ARN. Retenez que pour un eucaryote, l'ARN va jouer un rôle fondamental, considérable. Et pendant des périodes très longues. L'ARN messager doit avoir des demi-vies souvent très longues. Chez les archées et les bactéries, donc les prokaryotes, dès que l'ARN messager est fabriqué au niveau du gène, il va être couvert par les ribosomes et tout de suite, le message va être traduit en protéines. Et donc, on peut imaginer, mais c'est de la spéculation, on peut imaginer que de ce fait, les bactéries et les archées vont avoir moins de problèmes à haute température, en particulier parce que leur ARN va être protégé contre la dégradation. Voilà. Et ça pourrait expliquer, une des premières diapos que je vous ai présentées, ça pourrait expliquer pourquoi les eucaryotes, qui n'ont pas ce couplage entre synthèse de l'ARN messager et synthèse des protéines, n'ont pas réussi à conquérir les biotopes au-delà de 60 degrés, alors que les archées et les bactéries, elles, ont réussi. C'est peut-être, mais c'est spéculatif, c'est peut-être grâce au couplage entre la synthèse de l'ARN messager et la synthèse des protéines chez les prokaryotes, qui permet de protéger l'ARN messager à haute température, que seuls les prokaryotes ont réussi à conquérir les biotopes très chauds. Si cette hypothèse est correcte, mais un grand si, bien sûr, moi, comme c'est l'hypothèse que j'ai proposée, j'espère qu'elle est correcte et elle me plaît, ça voudrait dire quand même que l'adaptation à haute température a eu un rôle fondamental dans l'histoire du vivant, puisqu'elle est à l'origine finalement de 2 des 3 domaines. Les bactéries, on sait qu'elles sont à l'origine de l'oxygène de notre atmosphère, des mitochondries dans nos cellules qui nous permettent de respirer cet oxygène, des chloroplastes dans la cellule des plantes qui expliquent pourquoi, quand on regarde une forêt, on a une belle forêt toute verte. Les archées, elles jouent un rôle très important. Certains auteurs pensent même qu'elles sont nos ancêtres directs. Je n'y crois pas personnellement, c'est un autre débat, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais si jamais les archées sont vraiment nos ancêtres, ça veut dire que, comme leur ancêtre était hyperthermophile, nous-mêmes, nous avons un ancêtre hyperthermophile. Encore une fois, personnellement, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, vous voyez que dans ce cas-là, en tout cas, les microbes vivant à très haute température, l'adaptation aux températures a eu un rôle clé dans l'histoire du vivant. Ce n'est pas seulement une originalité, une particularité du vivant, quelque chose d'atypique, c'est possiblement fondamental. C'est simplement peut-être parce que j'ai travaillé dessus que j'aime bien cette idée. Il faut se méfier. Voilà, pour terminer, je vous présente cet article qui m'a fasciné. C'est un article qui a été publié en 1800, alors la date est cachée ici pour moi, 1897, etc. En fait, c'est le premier chercheur qui s'est intéressé aux organismes vivants de Yellowstone et qui a publié un article dans Science, donc au 19e siècle, sur la végétation dans les sources chaudes de Yellowstone. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les bactéries étaient considérées comme des végétaux. Donc, quand on lit son article, on ne sait pas tellement s'il parle de bactéries ou de végétaux. Mais c'est très certainement le premier, bien avant Brock, finalement, le précurseur, qui a décrit et qui a même dessiné des bactéries, sans doute, peut-être des archées, vivant dans les sources chaudes de Yellowstone. Donc, par hasard, quand j'ai trouvé cet article, j'ai été fasciné, d'autant plus que, à la fin de son article, il avait écrit un poème. Alors là, pour les scientifiques à l'heure actuelle, ça paraît délirant. L'idée de terminer son article par un poème, je me demande ce que les reviewers, comment ils prendraient la chose. Et ce poème m'a absolument fasciné, parce que dans ce poème, alors, il parle des hyperthermophiles, pour lui, il les appelle les « children of steam and scalded rock », les enfants de la vapeur et des rocs brûlants. Et la fin de ce poème, en gros, c'est de dire bon, je vous ai vu, j'ai essayé de vous décrire, mais je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai à peine effleuré la croûte. Mais un jour viendra, et c'est ça qui m'a fasciné, some men will follow. Des gens viendront qui prendront la suite. Et eux, ils essaieront de comprendre, et peut-être ils comprendront ce que vous représentez, quelle est votre
votre vérité. Un jour, des hommes viendront qui accepteront le challenge de vous étudier. Alors, j'ai montré ce poème à une collègue à un congrès, une collègue féminine, qui m'a mis des petits astérix en ajoutant « and woman ». Et donc là, j'ai mis la photo d'un certain nombre de chercheurs qui ont effectivement accepté ce challenge et qui ont découvert et caractérisé, isolé ces hyperthermophiles, donc Thomas Brock, Zillig, Carl Woese, Wolfram Zillig, Karl Stetter, David Prangashvili, bien sûr, il y en a bien d'autres. Et puis ici, j'ai rajouté les deux femmes, Claire Gesselin et Aurore Gordas. Donc, quand même, c'est en France, on a une équipe féminine qui est la seule au monde à étudier ces virus d'archée hyperthermophiles des sources chaudes hydrothermales. Donc, pour terminer, je m'excuse, j'étais un petit peu long. Je voulais vous dire merci. Donc, merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Merci à tous les chercheurs, postdocs, étudiants, collègues qui ont travaillé avec moi au cours de toutes les années où j'ai travaillé sur ces microbes. Donc là, j'ai mis la photo d'une rencontre qu'on avait fait entre les deux équipes dont j'étais responsable, une à Orsay et une à Pasteur. Et là, je me suis permis de faire un peu de publicité, mais ça a déjà été fait un petit peu pour mon ouvrage « Microbes de l'enfer » paru aux éditions de Belin. Mais c'est une édition de 2008. J'ai beaucoup de mal là à avoir une nouvelle édition. Peut-être qu'il faudra que je vous demande de faire pression sur les éditeurs pour avoir une version mise à jour, parce que la version mise à jour, elle existe en 2016, mais elle est en anglais, Microbes from Hell, aux presses de Chicago. Voilà, je m'excuse d'avoir été un tout petit peu long. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes. Moi, je voyais le bandeau en haut de mes diapos qui me cachait parfois un peu le texte. Et je remercie à nouveau, en particulier donc, les gens de la Villette pour m'avoir invité. Merci. Vous nous avez entraînés avec vous dans ce savoir très enrichissant. Et comme vous l'avez signalé à plusieurs reprises, il est tout à fait complémentaire de la conférence de mardi dernier. Merci, vous nous avez vraiment entraînés dans une extraordinaire aventure au milieu des extrémophiles. Mais comme ils n'ont pas encore révélé tous leurs secrets, nous n'avons pas encore fini d'en parler. Et heureusement, vous avez affiché les portraits de ceux qui prendront le relais, dont les deux jeunes femmes. Et donc, j'espère que le nombre de femmes va augmenter dans cette recherche. Et donc, maintenant, nous allons passer aux questions. Et avant ça, merci beaucoup au public d'avoir participé et d'avoir posé ces questions. Alors, a-t-on daté l'apparition de ces organismes sur Terre? Vous aviez parlé de leur adaptation. Donc, est-ce qu'on peut justement dater le moment où ils ont acquis cette adaptation de résistance? Alors, c'est très difficile, en fait, d'avoir une idée des dates à laquelle sont apparus les différents groupes d'organismes. Par exemple, souvent, on me demande à quelle époque a vécu Lucas. Bon, j'en ai aucune idée. Alors, on peut bien sûr dire, OK, sans doute avant, aux alentours de 3 milliards 500 millions d'années, entre 3 milliards 500 millions et 3 milliards 900 millions. Adrienne Kish avait fait allusion la semaine dernière au grand bombardement tardif, j'y ai fait également allusion, qui a eu lieu, c'est-à-dire, c'est le bombardement que l'on observe sur la Lune. En fait, les impacts de météorites que l'on observe à la surface de la Lune, les gigantesques, les très grands cratères, il y a eu les mêmes à l'époque sur la Terre. Tout le système solaire a été bombardé par une pluie de météorites qui ont été vraiment dévastateurs, et simplement les traces sur la Terre ont disparu avec l'érosion. Alors, on pouvait penser que la vie, si elle avait apparu avant, aurait été éliminée, et que ça nous donnait une date, disons, supérieure, 3 milliards 9, la vie sera apparue après 3 milliards 9. Maintenant, il y a certains chercheurs qui pensent que la vie aurait quand même pu, s'il était apparu avant, survivre au grand bombardement tardif. En tout cas, pas une vie complexe. Donc, je pense en tout cas une vie complexe. Et Lucas était déjà complexe, je n'ai pas pu en parler, mais Lucas
avaient déjà des ribosomes, sans doute moins complexes que ceux actuels, mais quand même. Je pense qu'un organisme complexe comme l'UCA, et en tout cas les organismes modernes comme des bactéries, des archéotes, on n'aurait pas pu survivre au grand bombardement tardif. Donc, si l'adaptation à haute température s'est produite après l'UCA, comme je l'ai suggéré dans mon hypothèse, entre l'UCA et les ancêtres communs aux bactéries, aux archées, etc., on est toujours dans la gamme de 3 milliards 2, 3 milliards 4, 3 milliards 5. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut pas en savoir plus parce que malheureusement, on n'a aucun moyen de dater sérieusement ces événements. Aussi bien au niveau des traces fossiles que quand on fait des phylogénies moléculaires, quand on compare les séquences et qu'on essaie de faire des arbres phylogénétiques, il y a des méthodes qui permettent d'essayer d'estimer à quel moment se sont séparées les branches dans ces arbres, mais plus on remonte dans le temps et plus ces estimations sont aléatoires. Alors, quelqu'un était intéressé par le cycle de PCR et demande comment plusieurs, plus de 35 cycles de PCR peuvent mener à de faux positifs. Est-ce que c'est une question qui... Alors, la PCR, c'est une technique qui est très sensible. Ce qui est très important, c'est la spécificité de l'hybridation des amorces en particulier. Donc, comme je l'avais montré un petit peu, on utilise des amorces qui vont être caractéristiques de la séquence d'un micro-organisme donné, celui qui nous intéresse par exemple, et on veut que ces amorces ne s'hybrident que sur ces séquences. En fait, il y a toujours statistiquement un risque qu'on ait une hybridation non spécifique. Plus on augmente le nombre de cycles, plus ce risque est grand. Et si on a une une hybridation non spécifique qui s'est produite par exemple au 10e cycle, eh bien on peut imaginer que si on fait 45-50 cycles, on va avoir l'équivalent de 35 cycles avec une hybridation spécifique. Dans le cas du Covid, ce qui était important, ça a été fait, c'était de regarder en fonction du nombre de cycles qui ont été nécessaires pour observer un résultat positif, est-ce qu'on arrive à isoler du virus? Si les chercheurs qui ont fait cela ont montré qu'en général, au bout de 30 cycles, on avait du mal à isoler le virus, à partir de 35, on ne l'isolait plus. Donc c'est pour ça que c'est relativement important quand même de se limiter à 35 cycles, sinon on peut avoir des faux positifs. En général, quand on fait des PCR, il faut vraiment être très prudent par rapport aux contaminations. La question suivante, connaît-on le mécanisme qui fait que sulfolobus grossissent autant après infection? Alors, on le connaît, mais alors là, je suis très, très honteux parce que je n'ai pas encore lu en détail l'article de l'équipe de Marthe. C'est lié vraiment au mécanisme de division cellulaire. Ils ont montré, je ne peux pas entrer dans les détails, mais que le virus interfère avec les protéines impliquées dans la division cellulaire de sulfolobus. Donc ça, l'article est disponible, il est publié dans PNAS, et si des auditeurs sont intéressés, je leur conseille vivement d'y aller, de lire. Voilà, c'est essentiellement une modification au niveau d'interaction de protéines virales avec des protéines du mécanisme de division cellulaire. Mais je dois moi-même lire l'article en détail. Une autre question. C'est très récent, hein, c'est un papier qui a été publié il y a une quinzaine de jours. Très bien. Une autre question sur le corps, notre corps, nos intestins. Quels sont les virus qui pourraient infecter les archées de nos intestins? Alors, les archées de nos intestins sont des archées méthanogènes qui produisent du méthane. Elles sont assez bien connues et elles commencent à être assez bien étudiées. Et elles vont être infectées par des virus qui ressemblent en fait, ils sont peu connus jusqu'à présent. L'un des virus qui a été identifié ressemble à ces citrons. Vous avez vu, donc les particules virales ressemblent à celles des citrons. Mais il est probable également que certaines de ces archées méthanogènes puissent être infectées par des virus qui ressemblent à ce qu'on appelle parfois des bactériophages, des virus qui infectent les bactéries, qui ont cette structure avec une tête et une queue. On a montré récemment, ça c'est une collaboration avec justement Claire Gesselin à Brest,
à l'Université de Bretagne occidentale, on a montré que des archées méthanogènes hyperthermophiles, donc il existe des archées méthanogènes hyperthermophiles, isolés des grands fonds sous-marins, étaient infectés par un virus qui avait cette structure tête-queue. Voilà, donc en fait, il n'y a rien de mystérieux quelque part là-dedans. C'est évident que les bactéries, les archées méthanogènes de nos intestins vont être infectés par des virus d'archées. Simplement, ils ne seront pas hyperthermophiles, ils seront mésophiles. Donc, ils se seront adaptés à ces archées que l'on trouve dans nos intestins. Puisqu'on parle des archées chez nous, on a aussi les archées sur la peau, dans les poumons. On a des archées partout qui sont très, très mal connues. Une équipe allemande a recherché il y a 1 ou 2 ans, par des techniques moléculaires, justement la présence d'archées un peu dans différentes parties du corps humain. Ils en ont trouvé partout. Ce qui m'a le plus fasciné dans leur publication, c'était des archées que l'on appelle des Woose-archées, en l'honneur de Carl Woose, qui sont des toutes petites archées qui parasitent d'autres archées dont on ne sait pas lesquelles. Et personne ne les a jamais vues, personne ne sait vraiment ce qu'elles font, mais leurs génomes ont déjà été séquencés, parce qu'aujourd'hui, les techniques de biologie moléculaire sont tellement sophistiquées qu'avec les outils informatiques, on arrive à séquencer le génome d'organismes qu'on ne voit pas, qu'on n'arrive pas à cultiver, on arrive à séquencer les génomes. Parfois, il y a des erreurs un petit peu, mais on arrive quand même. Eh bien, on ne sait rien. On a ces archées qui sont dans nos poumons, on ne sait rien sur elles. C'est assez fascinant. Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce domaine. Alors, dans le domaine des applications, justement, il y a bien des recherches pour des applications à partir des extrémophiles, des hyperthermophiles. Quelles sont ces applications? Soit dans le domaine biomédical, soit en faveur du climat. Alors, au niveau des hyperthermophiles, bien sûr, ce qui intéresse le plus, a priori, c'est la stabilité des protéines. Donc, énormément de compagnies se sont penchées sur la possibilité de remplacer les protéines mésophiles qui sont utilisées dans certains processus industriels par des protéines thermophiles. Donc, ça, c'est un aspect. Bon, alors, je dois dire que personnellement, ça fait des années que j'ai travaillé sur ces extrémophiles. Pendant très longtemps, mon laboratoire à Orsay était financé par des contrats européens dans des grands programmes qui s'appelaient, par exemple, biotechnologie des extrémophiles ou l'usine cellulaire des extrémophiles. Disons, on promettait que l'on allait faire des découvertes fantastiques au niveau application et on avait des financements et effectivement, beaucoup de gens cherchaient à utiliser ces extrémophiles pour les applications. En fait, c'est très difficile parce que, par exemple, lorsque un industriel a mis au point une méthode à grande échelle avec une enzyme mésophile, eh bien, pour lui faire accepter d'utiliser une enzyme thermophile, même si elle a certains avantages, ça va être très difficile parce qu'il faut qu'il reprenne tout son processus de A à Z. Donc, dans la pratique, en dehors du côté très spectaculaire de la PCR, dans la pratique, il n'y a pas eu énormément d'applications spectaculaires jusqu'à présent. Mais là, je ne voudrais pas m'avancer trop parce que ce n'est pas, disons, l'aspect qui m'intéresse le plus. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire actuellement où en sont. En plus, il y a beaucoup de secrets dans cet aspect-là. Bien sûr, les industriels ne veulent pas toujours, lorsqu'ils vont dans les congrès, souvent, ils ne racontent pas tout ce qui est plus intéressant de ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas précisément ce qu'il y a de plus intéressant aujourd'hui dans le domaine. Je sais que ponctuellement, un certain nombre d'enzymes de thermophiles ont été utilisés pour dégrader de la biomasse, par exemple, dans la bioremédiation, ce dont a parlé un petit peu Adrienne Kish. Voilà, donc il y a des applications, il y a toujours, et on demande toujours des financements en espérant avoir d'autres applications. D'accord. Donc, du fondamental à l'application, c'est aussi le sens du travail des chercheurs.
ça en fait partie. Voilà, mais les décideurs n'ont pas ça en tête. Pour les décideurs, c'est si vous voulez de l'argent, dites-nous ce que vous allez faire comme application. Vous voyez, par exemple, cette année, les prix Nobel a été aux deux femmes qui ont réussi à mettre en œuvre l'application qu'on appelle le CRISPR-Cas9. On en a beaucoup parlé. Cette application, elle n'aurait jamais pu être mise en place sans le travail d'un chercheur espagnol dans les années 90, Francisco Morica, qui a découvert le système CRISPR, qui est un système utilisé par les bactéries et les archées pour se défendre contre les virus, justement. Il a fait cette découverte à la fin des années 90. C'était un travail, il n'avait aucun financement, ça a été publié dans des journaux pas très connus, et il n'a pas eu le prix Nobel. Alors que, de mon point de vue, il aurait dû l'avoir, puisque c'est lui qui a fait en tout cas la découverte fondamentale. Ensuite, il y a eu deux chercheurs qui ont montré que les théories qu'il avait émises et que les hypothèses qu'il avait émises étaient correctes. Ils auraient pu l'avoir avec lui. Et ensuite, ils auraient pu donner l'année d'après à ces deux chercheuses qui ont effectivement développé l'application à partir de ces découvertes fondamentales. Mais oui, ce n'est pas ce qui s'est passé. Très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage. Nous allons poursuivre notre programmation, bien sûr, avec le 3e épisode sur les extrémophiles. Ce sera mardi 18 mai, mardi prochain. Nous accueillerons Madame Sevser Chapaz, qui est pharmacognoste et professeure des universités. Elle interviendra au sujet des plantes résistantes aux milieux extrêmes et en quoi elles sont prometteuses pour notre bien-être et notre santé. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera la fin de ce cycle mardi prochain, mais pas celle de notre programmation. Le jeudi 20 mai à 14h30, vous pouvez assister à une séance sur les grands drones proposée par l'Académie de l'air et de l'espace. Rejoignez-nous aussi le jeudi 27 mai à 19h autour d'une table ronde intitulée « Peut-on sauver les forêts ?» Cette table ronde est proposée à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité. C'est en partenariat avec l'IRD et en duplex avec Antananarivo, capitale de Madagascar. Tout le programme est à retrouver en ligne sur notre site. Merci pour votre fidélité et à bientôt.